Aujourd'hui, on accueille Constance, qui est la première product designer de Nabla. Très rapidement, alors elle va se présenter, mais pour info, c'est une personne qui a été diplômée en 2021 de Audencia. Elle a fait un double diplôme à l'école Nantes Atlantique, l'école de design Nantes Atlantique, et elle a commencé directement en premier product designer chez Nabla. Je passe le message comme quoi c'est possible aussi de commencer directement en first product manager, first product designer en sortie d'école. On le voit rarement, mais ça arrive de temps en temps. Le sujet du jour, c'est vraiment bâtir et itérer sur une feature IA. C'est le sujet d'actu du moment, hein, l'IA. Donc, Constance va nous expliquer comment chez Nabla, ils ont itéré sur des features qui contenaient énormément d'IA pour apporter de la valeur à leurs utilisateurs. On est déjà 60 personnes. Alors rapidement, car on est souvent sollicité sur ce sujet, le marché du design en 2024. Alors déjà, petit retour en arrière sur 2023, on avait la moitié, enfin 2 tiers des designers qui voulaient changer d'emploi. Et dans la moitié des cas, c'était sur le sujet de la rémunération qui les poussait à se mettre en recherche. L'année 2024, on prévoit une reprise. Alors nous, on discute avec pas mal de fonds d'investissement qui nous annoncent des reprises, notamment pour S2 2024, donc une reprise des levées de fonds et potentiellement des recrutements. 2 tiers des opportunités restent concentrées en région parisienne, hein. Je passe le message. Je sais qu'on a beaucoup de profils hors région parisienne également. Mais voilà, la majorité des jobs restent concentrés vers Paris. Et alors, on constate également que de plus en plus d'entreprises, avant de lancer un recrutement en CDI, commencent par une mission freelance pour un petit peu appréhender parfois le métier de designer, hein. Parfois, certaines entreprises, ça peut être des métiers nouveaux pour elles, ou tout simplement pour s'assurer un petit peu du ROI avant de s'engager sur un CDI. Alors, quelques conseils pour vous, pour vous aider à vous positionner en tant que designer en 2024, hein, pour quelques conseils carrière. Alors, être à fond sur les nouvelles fonctionnalités de Figma, notamment celles basées sur l'IA, mais pas que, également la fonctionnalité DevTools. On voit de plus en plus de rapprochements entre les sujets front et les sujets du design. Alors, bien sûr, c'est deux métiers à part, et on pourrait dire que c'est plus proche de l'UI design que de l'UX/UI. Mais voilà, on le constate, c'est de plus en plus demandé, ou des développeurs qui ont une bonne casquette de designer, ou des designers qui savent vraiment bien communiquer avec le front. Et enfin, un conseil qui ne vaut pas que pour les designers, c'est d'être présent au maximum sur la scène design, de vous mettre en avant, de ne pas hésiter à participer à des événements. Si vous pouvez aussi communiquer via des articles, des podcasts, tout ça, c'est des choses qui sont très valorisées sur le marché. Alors, le gros cadeau, on va vous laisser cette slide pendant une petite minute. Alors, à gauche, on a 5 études de cas corrigées. Vous pouvez scanner le QR code. Sarah également va vous remettre les liens dans le chat. Donc, 5 études de cas corrigées avec pas mal de tips. Je vous conseille vraiment d'aller les regarder. Il y a différents niveaux, hein. Il y en a qui sont pour des profils plus seniors, d'autres un peu plus juniors. Les salaires en design aussi, très important. Je suis bien placé pour le constater. C'est un marché assez hétérogène, assez éclaté, le marché des designers d'un point de vue salaire. Donc parfois, ça peut être difficile de se positionner. On a fait cette enquête très poussée. N'hésitez pas à aller la consulter. On vous laisse un petit peu de temps pour télécharger tout ça. Et on est déjà à 123 personnes, Constance, donc pas de pression, mais c'est c'est un bon chiffre. Alors rapidement aussi, hein, je vous représente TPC pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Notre mission chez The Product Crew, c'est d'aider les talents de la tech à libérer leur potentiel et trouver le job qui leur correspond vraiment. Et en parallèle de ça, d'aider les entreprises à recruter des profils à impact qu'on ne retrouve pas ailleurs. J'insiste là-dessus, on a beaucoup de profils qui nous font confiance, qui ne sont pas forcément inscrits sur d'autres plateformes. Donc ça, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à nous solliciter, hein, si vous voulez échanger sur vos enjeux de recrutement ou si vous êtes en recherche, évidemment. Constance, c'est à toi. Je te laisse partager ton écran. On va prendre 25-30 minutes et on prendra toutes les questions à la fin. N'hésitez pas à les poser dans le chat. On prendra un petit moment pour ça. Yes. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Yes, c'est bon. Yes.
Donc, bonjour à tous, je suis Constance, donc product designer chez Nabla, qui est une startup de santé qui utilise l'IA. Je les ai rejoints il y a bientôt 3 ans en tant que premier product designer in-house. On est une quarantaine chez Nabla et dans la team produit, on est quatre. Il y a un CPO, deux PM et moi en tant que product designer. Et on a aussi longtemps travaillé avec Emmanuel Julio d'Anagram en design où il nous a beaucoup aidé. Et donc aujourd'hui, on va parler de un peu l'histoire de Nabla, comment on a pivoté, et on va se focus sur une feature IA, prompt driven, et les itérations qu'on a fait dessus. Donc Nabla en quelques chiffres, on supporte donc 75 000 consultations par semaine, on a 6 000 utilisateurs actifs par mois qui sont du coup des professionnels de santé, et on vient de lever 24 millions en série B pour notre expansion aux États-Unis. Mais voilà, on est utilisé dans le monde entier euh, en, en français, anglais et espagnol. Et donc voilà, je voulais vous donner un peu de contexte également sur les systèmes de santé qui sont en crise dans le monde. Aux États-Unis, aujourd'hui, on a 3/5 des professionnels de santé qui ont montré des signaux de burn-out en 2021. Et en même temps, on voit qu'ils passent plus de 50% de leur temps sur de la documentation, c'est-à-dire de la prise de notes, de l'envoi de l'aide d'adressage, de la facturation, etc. Donc, si on revient au début de Nabla, quand je l'ai rejoint en 2021, on lance une app de santé B2C pour les femmes. Donc, elles peuvent poser leurs questions de santé sur l'app et en face, on avait réuni une équipe de santé, enfin de professionnels de santé qui répondaient à leurs questions. Du coup, nous, ça nous permettait d'être en contact quotidien avec une équipe de professionnels de santé, donc on a appris énormément. Mais déjà, c'est pas évident de lancer un produit de santé payant en France et d'être en compétition avec la sécurité sociale. Les gens sont pas habitués à payer pour de la santé. Et puis Nabla, c'est surtout une équipe ingé machine learning qui veut faire de l'IA. Et en fait, du coup, on n'avait pas suffisamment de data assez vite. Ça nous donnait peu d'occasions de faire de l'IA. Mais en gros, avec ça, ce qui a été intéressant, c'est qu'en même temps, on a construit une plateforme en interne pour que les médecins répondent directement aux questions des utilisatrices sur notre plateforme avec donc des features avec de la messagerie, de la priorisation, etc. Et cette plateforme, elle a commencé à intégrer des startups de santé. Et du coup, en 2022, on lance la carte plateforme. Donc, ça devient un software SaaS qu'on vend à des startups de santé en B2B. Et donc là, il y a plein de features de messagerie, d'agenda, de dossiers patients. C'est assez concentré sur de la médecine asynchrone. Et donc là, c'est un peu, là, on commence à développer nos algos avec du coup des features de suggestion de maladies pour les médecins, d'autocomplete dans la messagerie. Et ici, on voit, par exemple, c'est pendant une téléconsultation, avec les suggestions activées, on remplissait le dossier patient en fonction de ce qui était dit pendant la consultation. Donc tout ça, ça plaît. Ça met un peu de temps à cause de, enfin, faut signer les contrats avec les entreprises, etc. La croissance est plutôt linéaire qu'exponentielle. Et en fait, Alex, le CEO, a eu l'idée de tester cette feature pendant une téléconsultation, mais un peu différemment, indépendamment de la carte plateforme, et pour pouvoir se mettre sur d'autres plateformes de téléconsultation. Donc c'est là que fin 2022, Clément, un DPM, me parle du coup d'un side project qui est une extension Chrome où on écouterait les consultations et on génère en une demi-heure, en 30 secondes, un compte rendu médical. Donc, c'était un défi assez original en tant que product designer. Déjà, c'était un tout nouveau produit où il y avait pas d'outils similaires à l'époque. En plus, on est sur de l'extension Chrome, donc pareil, c'est pas quelque chose sur lequel j'avais l'habitude de travailler. Mais donc, on y va un peu à tâtons et en un mois, on sort Nabla Copilot. Donc là, l'adoption est immédiate, les stats sont folles, il y a une traction exponentielle. On a aussi des retours des médecins qui sont incroyables, où ils nous disent qu'ils aiment à nouveau leur métier, ils retrouvent une vie de famille parce qu'ils passent plus de leur soirée sur leur ordi à faire toute la documentation, etc. Donc on comprend vraiment qu'on a trouvé le product market fit.
Et du coup, aujourd'hui, Nabla, c'est complètement ça, c'est Nabla copilote. Donc les médecins, ils n'ont plus besoin de prendre de notes pendant leur consultation. Ils peuvent se concentrer sur le patient en les écoutant et en faisant eux-mêmes le diagnostic. Et c'est vraiment la partie du métier qu'ils préfèrent faire. Et donc, on a lancé une version web et mobile depuis pour que vraiment pour que ça puisse s'adapter à tous leurs usages. Par exemple, avec le mobile, ils peuvent l'utiliser, enfin, ils peuvent changer de pièce de consultation, etc. Et donc, en deuxième partie, aujourd'hui, je voulais me focus sur une feature prompt-driven et les itérations qu'on a fait dessus chez Nabla. Donc, pour commencer, je vais parler de comment on fait de la recherche chez Nabla. C'est vraiment un pilier fondamental dans notre stratégie. On y accorde beaucoup, beaucoup d'importance et on est très proche des médecins avec qui on travaille. D'abord, la data. Donc, ça a vraiment été révolutionné au moment du product market fit. On a vu, enfin, du coup, on a eu enfin des données réelles à grande échelle pour comprendre les comportements d'utilisation. On utilise Mixpanel, donc c'est hyper pertinent pour itérer. Enfin, on essaye vraiment de traquer les actions des utilisateurs au maximum. Par exemple, l'onboarding, si on veut l'améliorer, on va aller voir les taux de conversion pour chaque étape, voir ce qui marche pas. Ensuite, on fait beaucoup d'observations terrain. Donc, dans les hôpitaux et cabinets médicaux, on va voir comment les médecins nous utilisent en shadow, donc vraiment dans les conditions réelles, pendant les consultations. Et ça, c'est hyper puissant. On apprend énormément de leurs habitudes, de features qu'ils ont plus ou moins bien comprises, etc. Et on apprend beaucoup là-dessus. On a aussi une centaine de feedbacks écrits par jour. Donc ça, en fait, à la fin de chaque consultation, quand il y a une note qui est générée, ils vont avoir la possibilité, enfin, on a rendu ça hyper simple dans le produit, de nous donner du feedback écrit. Et donc, ils vont nous dire, par exemple, ah, bah là, il a pas très bien compris le nom de ce médicament, ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment des feedbacks très précis et actionnables. Ensuite, on fait aussi des interviews. Donc, c'est partagé entre sales et produits en fonction des besoins, mais donc on parle quotidiennement au téléphone ou en visio avec des médecins. Et enfin, on fait des questionnaires plus classiques en demandant à nos utilisateurs ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'ils aiment, etc. Donc voilà, donc toute cette recherche, ça fait vraiment une diversité de types de feedback qui sont très complémentaires. Et donc, on apprend beaucoup grâce à ça. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais me focus sur un des problèmes qu'on a identifié, c'est-à-dire que la prise de notes pour un médecin, écrire un compte-rendu, c'est hyper personnel. Chaque médecin a son style, sa vision du compte-rendu parfait. Et du coup, on a eu l'idée enfin, et donc, en fait, on, en gros, quand leur note est générée, ils peuvent aller modifier, évidemment, relire et modifier ce qui a été écrit, mais ça prend du temps. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour le faire plus rapidement. Donc, en gros, on leur permet de régénérer leur compte-rendu avec, la possibilité d'écrire un prompt qui va aider à améliorer ce compte-rendu, comme sur ChatGPT. Donc, par exemple, ils ont une note où il y a beaucoup trop de détails sur le mode de vie du patient, qui n'est pas intéressant sur cette consultation. Et du coup, il va écrire, bon, bah, réécris-moi la consultation sans mentionner enfin, le mode de vie du patient, des choses comme ça. Et donc, cette feature, on l'a lancée en bêta. Euh, et enfin, pas pour s'assurer que techniquement ça fonctionnait bien.
Et puis aussi, on l'a lancé de manière un peu cachée dans le produit. C'est-à-dire que c'est derrière le bouton pour copier la note. Et, euh, et donc, il y a peu de médecins qui savaient, enfin, qui ont vu cette fonctionnalité. C'était vraiment au début pour essayer. Et on mettait des exemples de prompts pour guider les médecins qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ChatGPT. Et donc après, ils pouvaient du coup régénérer une note. Et donc ça, on l'a lancé très vite. En fait, chez Nabla, on fait peu de tests utilisateurs avec des prototypes. On a plutôt tendance à lancer très vite une V0 et voir comment ça prend. Bon, ça, on a de la chance parce que du coup, on a une grosse équipe d'ingé et donc ce qui nous permet de faire ça. Mais du coup, on a des retours très, très rapides, très actionnables. Donc c'est très intéressant. Et donc c'est en fait on a vu en résultat que ça a été très utilisé par les médecins qui connaissaient la feature. Et surtout, ce qui a été assez puissant, c'est on a collecté énormément, enfin, toutes les demandes de régénération, tous les prompts écrits par les médecins pour améliorer leurs notes. Et donc, ça nous a donné une vision extrêmement claire des besoins euh, de, d'amélioration pour la note. Par exemple, on nous a énormément demandé de changer le genre du pronom. Euh, si toute la note était écrite comme si le patient était un homme, ben, il nous demandait de l'écrire au féminin, dans le cas où c'était une femme. Et aussi, on nous demandait pas mal de choses pour changer le niveau de détail de la note, la rendre plus concise ou plus détaillée. Il y a aussi des médecins qui faisaient des tests en disant make it funny pour voir enfin, vraiment en mode en testant notre produit, quoi. Donc pour la V2, on a fait plusieurs améliorations. D'abord, on a amélioré les suggestions. En fait, on était parti d'exemples précis euh, et on est arrivé à des suggestions plus larges. C'est des petits détails du exciting, mais par exemple, quand on avait dit inclure les discussions sur le sommeil, les médecins nous disaient, mais je comprends pas, on n'a pas parlé de sommeil. Euh, et du coup, ils comprenaient moins bien la feature. Et donc, on a changé ça, du coup, en suggestion plus large, euh, avec des trois petits points pour vraiment montrer que c'était personnalisable. Donc ça a permis un meilleur usage et une meilleure compréhension de la feature. Aussi, on a mis en avant cette feature. D'abord, on l'a renommée. En anglais, elle s'appelait, enfin, du coup, en anglais, elle s'appelait Regenerate with Instructions et on est passé à Magic Edit. Bon, en français, c'est édition magique, c'est un peu moins sexy, mais c'est quand même mieux que régénérer avec des instructions. Et du coup, on l'a mise dans une toolbar. Donc, depuis la note, avant, c'était derrière un bouton un peu caché. Aujourd'hui, depuis la note, on peut directement accéder à cette feature. Et donc, en troisième amélioration, dans cette toolbar, on a aussi ajouté une des, un des changements qui était le plus demandé, ce qui était de changer le genre du pronom. Et du coup, aujourd'hui, en 2 clics, le médecin il va pouvoir adapter comme il veut le genre du pronom dans la note. C'est très rapide. Et donc là, on a vu des résultats très bons entre la V1 et la V2. Euh, il y a vraiment énormément de médecins qui l'utilisent aujourd'hui et ça nous donne du coup vraiment des milliers d'instructions en plus qui nous guident enfin, pour les prochaines fonctionnalités. Donc c'est hyper pertinent pour nous. Et donc je voulais rapprocher ça, rapprocher nos itérations avec un concept dont Jacob Nielsen nous parle pas mal en ce moment, qui est The Articulation Barrier. Donc c'est vraiment la barrière des futurs prompt-driven pour les utilisateurs. En gros, elle demande, enfin, un prompt, ça demande, enfin, écrire un prompt, ça demande 2 efforts. Un effort cognitif
En fait, c'est tout nouveau pour nous d'écrire des prompts. Et donc, sans expérience, c'est assez difficile de savoir comment bien l'élaborer, enfin, bien élaborer la rédaction. Et donc, surtout pour des médecins qui n'ont pas forcément utilisé ChatGPT euh, sur leur temps libre, quoi. Et en plus, c'est un effort d'écriture, c'est-à-dire que 50% de la population dans les pays riches est considérée comme des utilisateurs à faible alphabétisation. Donc, c'est ce qui limite vraiment, enfin, ça met vraiment des barrières sur une grosse partie de la population. Ça, pour le coup, ça concerne un peu moins les médecins, mais c'est quand même assez dingue. Et, euh, et on peut aussi rapprocher le prompt, enfin la barrière du prompt avec la X-Law, qui dit que plus on a d'options, plus ça prend du temps et d'effort pour prendre une décision. Donc plus il y a de choix, plus les utilisateurs mettent du temps à se décider. Et du coup, avec les prompts, bah, c'est infini parce que faut vraiment rédiger de zéro. Et du coup, ça pose la question de comment contrer ces obstacles. Donc, il y a un article très intéressant de Tarun Naguntan qui évoque une solution potentielle, c'est l'interface hybride. Du coup, c'est une interface qui combine à la fois les interactions basées sur le texte et celles basées sur les GUI, c'est les éléments graphiques de l'interface. Donc, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire chez Nabla avec les suggestions de prompt, le choix de genre immédiat ou d'autres choses à venir. Par exemple, sur le niveau de détail, je vous ai dit qu'on avait eu beaucoup d'utilisateurs qui nous avaient demandé de le changer. Ben, on réfléchit à mettre un slider pour qu'ils puissent vraiment choisir comme ils veulent le niveau de détail de leur note. Ici, on a un exemple de Notion qui propose plein d'idées de prompts dans une note Notion. On a aussi un article de Tom Cleary qui évoque d'autres solutions possibles. Donc, je vous invite à regarder et c'est vraiment intéressant. Pour conclure, j'ai du coup plusieurs takeaways. D'abord, l'importance de la vélocité. La vitesse à laquelle on a lancé cette feature et on l'a essayé, on a recueilli les retours des utilisateurs, ça a été assez dingue pour du coup aujourd'hui avoir une fonctionnalité qui fonctionne et qu'on améliore quotidiennement. Et en fait, grâce à tous les retours qu'on a eus et tous ceux enfin tous les prompts euh, qu'on recueille, on apprend vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment la capacité d'apprentissage infini grâce aux prompts qu'on reçoit. Et enfin, le dépassement de the articulation barrier dans une feature prompt-driven. Donc on est vraiment au début des solutions pour améliorer l'UX des features prompt-driven. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin d'écrire des prompts et on aura déjà toutes les possibilités où ça sera vraiment secondaire les prompts. Donc c'est assez, enfin, c'est un sujet qu'il faut continuer de regarder parce que je pense que ça va beaucoup évoluer. Voilà, bah, merci beaucoup pour votre écoute. Euh, et au passage, on recrute chez Nabla. Donc, allez regarder sur notre site. Et dans la team produit, ça sera plus OS2, mais voilà. Merci. Merci à toi, Constance. C'est super intéressant. On a pas mal de questions dans le chat. On va essayer d'en prendre un Mm. maximum. Alors, il y a déjà des questions qui sont revenues un peu plusieurs fois. Alors, je pense que c'est un peu spécifique au sujet Nabla, étant donné que vous êtes dans la santé, vous traitez des données de santé. Je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de teams produits qui se demandent comment est-ce qu'on s'interface avec ChatGPT, comment est-ce qu'on se plug à ChatGPT, mais tout en respectant la confidentialité des données. Je suppose que c'est un sujet que vous avez dû adresser. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais. Bah, en fait, nous, on stocke aucune donnée. En gros, les données, elles sont stockées localement sur les ordi des médecins. Euh, non, et localement, en plus, on les limite à 40 consultations. Donc, déjà, enfin, ça fait que nous, on stocke rien et c'est vraiment côté médecin. Et c'est ce qui nous différencie pas mal de pas mal de concurrents. Et ouais, voilà, en gros, c'est ça.
Ok, merci. On a plusieurs questions aussi qui reviennent sur un petit peu le business model qu'il y a derrière cette feature ou simplement le ROI. Notamment Xavier. Xavier, je ne sais pas si tu es là, si tu veux prendre la parole. J'ai oublié de préciser, mais on peut vous donner la parole si certains préfèrent. Je te laisse peut-être prendre le temps de nous répondre. Mais écoute, si tu n'es pas là, Xavier, c'est pas grave. Je vais poser ta question. Comment est-ce que vous arrivez du coup à rendre rentable cette utilisation massive de LLM? Alors, c'est pas vraiment moi qui gère ce genre de questions, mais pour l'instant, on a quand même levé des fonds qui nous permettent de lancer ce business. Et après, on a aussi beaucoup d'outils qu'on fait en interne. Euh, donc, euh, donc, aujourd'hui, on n'est pas encore rentable, mais peut-être que dans le futur, c'est l'idée, quoi. Ok, donc pour l'instant, la feature, elle est accessible dans la version de base, disons, de Nabla. Il n'y a pas forcément à payer. Ah Voilà. bah si si, enfin en gros il y a un abonnement pour les médecins qui est en France, il me semble à 59 € par mois. Oui, ça, Euh, j'avais compris, mais je parle de cette feature. En gros, il n'y a pas à payer plus pour y ah avoir non, accès aujourd'hui. Ok. non non non, ça fait partie de l'abonnement. On a Anne. Anne, je ne sais pas si tu es parmi nous, si tu veux prendre le micro. Oui, Oui, j'avais pas mal de questions. Vous m'entendez bien? ouais, on t'entend. Je suis pas une experte Zoom. Ok, donc déjà, j'avais une question. Tu nous montres les interfaces en anglais. Est-ce que vous avez plusieurs langues? Est-ce que c'est uniquement en anglais? On est en anglais, en français, en espagnol. Je montre en anglais parce que c'est vraiment 90% de nos utilisateurs sont aux US, mais moi quand je fais les designs et que enfin, la taille du texte a un impact, je les double en français. Ok, est-ce que vous voyez des différences de qualité entre les différentes langues? Je sais que l'anglais est la langue a priori qui fonctionne le mieux. Est-ce que vous avez constaté ça aussi dans la qualité des résumés? Pas vraiment. Euh, c'est pas un sujet dont on parle vraiment de différence de qualité. Les médecins sont aussi contents en France qu'aux US, mais peut-être qu'il y a un sujet, je sais pas. Ok, je continue avec mes questions ou je m'arrête là et je reprends après. Posons une dernière, si tu veux, Anne, tant qu'on t'a au micro. Ok, ouais, je suis assez intéressée aussi sur les rôles et responsabilités. Donc, tu parlais aussi de prompting, d'analyse de prompting, de savoir un peu dans l'équipe comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez en équipe entre PM et toi? Est-ce que vous avez aussi un user researcher? Comment l'équipe est organisée et travaille sur les différents moments plutôt de research, analyse, prise de décision, sélection du problème? Est-ce que tu peux nous parler? Ouais, alors on est encore en phase start-up où on va vite et donc on se répartit un peu les tâches comme ça nous vient. On est du coup il y a le CPO et deux product managers avec moi. Euh, on, ouais, c'est des choses qu'on se répartit un peu naturellement euh, sur l'analyse des prompts, etc. Mais c'est vraiment dans la team produit, on n'a pas encore de user researcher. Et l'idée, c'est d'affiner tout ça en grandissant, quoi. Super, très clair, merci beaucoup. Merci, Merci à merci Anne. On avait d'autres questions. Alors, je tiens à dire, donc, Constance, elle est côté design. Je ne sais pas si elle sera la plus pertinente pour répondre sur les questions très orientées machine learning. C'est peut-être moins son sujet. On va quand même essayer. Il y a une question, en fait. Alors, c'est Sidonie. Sidonie, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Tac. Oui, je suis encore là. C'est... Ah, super, Sidonie. On te laisse le micro. Oui, bah, pourtant, je suis designer aussi, hein. J'avais des questions aussi sur les personas, mais par rapport au machine learning, c'est parce que c'est souvent ce qui bloque aussi dans les projets où on aimerait bien que la feature bah, se développe et s'améliore pour les utilisateurs. Mais pour ça, il faut qu'elle apprenne. Et en fait, on se retrouve qu'on n'a
peut-être pas assez d'utilisateurs pour avoir assez de données pour que la feature apprenne. Et donc, voilà, je voulais savoir si c'était une problématique aussi pour vous ou pas, pour pouvoir répondre à tous les besoins. Je pense que ça l'a été avant le product market fit quand on était sur la carte plateforme. Après, en fait, on a une grosse équipe de machine learning et effectivement, du coup, c'est pas vraiment mes sujets, mais aujourd'hui, on a suffisamment d'utilisateurs pour apprendre. Et puis, en fait, par exemple, un médecin va nous dire il n'a pas compris tel médicament. Bah, en fait, à la main, on a quelqu'un qui gère le support. À la main, on va rentrer tout ce qui n'a pas été compris, etc. Et donc, on apprend comme ça aussi. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, je regarde, on a beaucoup de questions. J'essaye de trier, disons. Alors, on a Stéphanie Legac qui demande si tu as des conseils. Stéphanie, est-ce que tu veux prendre la parole? Je pense que Stéphanie n'a peut-être pas son micro. Alors, en tant que product designer, est-ce que tu aurais des conseils particuliers pour concevoir des produits vraiment basés sur l'IA, disons, qui soient différents de produits classiques? C'était utiliser l'IA en tant que product designer, c'est ça la question? Alors, non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question également. Non, là, c'est plus sur vraiment concevoir des produits basés sur l'IA. Est-ce qu'il y avait des spécificités, des choses qui vont être assez différentes de produits classiques? Bah, du coup, là, on a pas mal parlé de quand c'était prompt driven, mais du coup, forcément, sur l'IA. Donc, c'est guider, enfin, du coup, ce que j'en retiens de tout ça, c'est guider au max l'utilisateur. En fait, il va pas forcément avoir d'idées. Enfin, on se rend pas forcément compte de la barrière de écrire un prompt alors que, il y a un an, on savait pas ce que c'était. Et donc, voilà, le guider, lui donner des idées. Enfin, ouais, c'est vraiment donner des idées de prompt ou en fonction du produit, d'actions possibles qui nécessiteraient de l'IA derrière. Ouais, ça revient un peu à ce que tu disais sur la loi, la X-Law, que finalement, si on laisse son utilisateur un peu face au champ des Ouais. possibles, c'est très compliqué pour lui de se positionner. Et bah, du coup, je te pose aussi la question, est-ce que tu aurais des conseils plus sur comment utiliser l'IA en tant que product designer pour mieux faire son métier? Yes. Moi, j'utilise principalement ChatGPT. J'utilise pas encore enfin, il n'y a pas encore de produits IA qui font que enfin, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer encore sur les premiers produits d'IA pour les designers, mais sur ChatGPT, très régulièrement, je pose des questions qui vont être soit sur la design ideation, soit sur de la user research, comment poser telle question, ou aide-moi à faire ce questionnaire, et du coup, bah, ça va me donner des idées complémentaires à ce que j'avais. Et puis le contenu visuel et écrit, enfin, par exemple, je fais un prototype d'un transcript de consultation, bah, c'est ChatGPT qui va me le faire. Euh, voilà, ça sert vraiment de collègue à qui poser des questions, etc. Il y a aussi du coup cette barrière de prompt que j'essaye d'améliorer avec un message qui contient ce que je demande, le contexte et le but. Euh, voilà, l'idée, c'est de donner pas mal de contexte pour le guider. Et je pense qu'on est vraiment au début de, d'être aidé par l'IA. Et, euh, et donc, c'est à suivre de près aussi sur les outils qui sortent. Je sais qu'aussi Adobe, enfin, sur Photoshop, enfin, moi, je m'en sers pas tant parce que j'en ai pas trop besoin chez Nabla. Mais générer des photos ou changer des photos pour que ça corresponde au contenu dont on a besoin dans le design, je crois que ça marche bien aussi. Top, merci. On va prendre encore peut-être allez, une ou deux questions. On a Jennifer notamment qui a une question intéressante. Je ne sais pas si tu es parmi nous, Jennifer, si tu veux prendre le micro. Top.
Ouais, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Yes. Bonjour à tous. Merci Constance. Moi, j'avais une question sur est-ce que vous avez rencontré des réticences auprès des médecins par rapport à l'utilisation de l'IA? Est-ce que ça leur a fait peur? Est-ce que voilà, ils se sont posé des questions sur la confidentialité des données, etc. Ou alors tout de suite, ils ont vu la valeur du produit et il n'y a pas eu de souci de ce côté-là? Ouais, bah oui, oui, c'est un gros sujet, les données de santé, évidemment. Euh, et donc les médecins, il y a des médecins qui sont pas hyper chauds pour nous utiliser ou qui se sentent pas à l'aise par rapport à leurs patients, etc. Euh, Après, aujourd'hui, c'est pas obligatoire pour un médecin de poser la question de si le patient est d'accord pour utiliser Nabla, parce que, bah, encore une fois, on stocke rien. Le médecin, il garde ça sur son ordinateur et ça se supprime petit à petit. Euh, mais du coup, oui, il y a effectivement de la réticence. Après, nous, les médecins qui viennent vers nous, c'est plutôt des gens qui sont ouverts à comment ils pourraient améliorer leur journée avec l'IA et passer un peu moins de temps sur de la documentation. Mais on rassure beaucoup à ce niveau-là. Et il y a aussi du coup, des médecins qui en parlent à leurs patients. Et les patients, en fait, sont trop contents et disent que c'est incroyable, que ça a changé la façon du médecin de faire la consultation. Il est beaucoup plus concentré sur le patient, etc. Donc, côté médecin et côté patient, ils sont globalement trop contents de pouvoir enfin se concentrer complètement sur le patient, quoi. Top. Merci. Merci à toi, Jennifer. Et alors, on a aussi une question, justement, là, tu en parlais un petit peu sur l'expérience patient. C'est Johan Ayash. Je ne sais pas si tu veux prendre le micro, peut-être. Oui, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Super. Donc oui, c'est vrai que j'étais en train de faire le test justement en parallèle là, sur Nabla, parce que j'ai vu qu'on pouvait tester rapidement la transcription. Et j'ai l'impression que la génération du compte rendu, une fois l'enregistrement terminé, prend un peu de temps, surtout sur une consultation qui peut durer peut-être 10 ou 15 minutes. Et je voulais savoir en fait comment ça s'inscrit dans le parcours du patient au sein de la consultation. En fait, voilà. Est-ce que c'est pas aussi une barrière qu'il peut y avoir dans l'adoption du produit? Si on y réfléchit effectivement, mais bon, c'est entre 30 secondes et une minute pour la génération d'une note environ. Donc le médecin, soit il fait autre chose à ce moment-là, mais il peut aussi générer sa note et commencer une nouvelle consultation directement. Et en fait, souvent, les médecins, ils vont revoir leurs notes toutes je sais pas, 4 fois par jour. Et donc, en fait, il va enchaîner 3-4 consultations et après, il va aller checker si les notes sont bien faites. Ou sinon, il dit au revoir au patient, il attend que ça se génère, il regarde sur le moment, mais ça fait quand même gagner plus de temps et que ça Le rend taper à la main. l'expérience meilleure que de taper à la main pendant la consultation. Donc, Ok, merci beaucoup. merci à toi. Merci, Johan. Alors, bon, je pense qu'on va devoir couper les questions, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup et toutes très intéressantes. Mais quand même, je me permets d'en poser une, car je te l'ai déjà posée et je l'ai vu revenir plusieurs fois. Est-ce que vous avez pensé à adapter le produit à une autre cible que les médecins? Je pense notamment aux personnes dans le recrutement. C'est vraiment pas notre focus, mais je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont déjà en train de bosser dessus. Ça m'étonnerait vraiment pas. Ok, très bien. Et aussi, alors, c'est une question très intéressante. On va pas passer le micro parce qu'on va devoir couper, mais Thomas demandait si vous n'avez pas le sujet aussi de la multiplicité des outils. Aujourd'hui, un médecin, on va lui dire, t'as Doctolib pour gagner du temps sur la gestion des rendez-vous, t'as Nabla pour gagner du temps sur les comptes rendus. Est-ce que finalement, vous avez pensé peut-être à vous intégrer ou comment est-ce que vous voyez les choses Ouais, ouais. On a déjà commencé à s'intégrer à certains outils qui font qu'une fois qu'on génère le compte rendu, à la place de copier la note pour la coller dans le logiciel, ça s'envoie directement dans le logiciel. Mais c'est beaucoup de travail donc ça prend du temps, mais on est complètement dessus. Et il y a certains logiciels qui bloquent un peu pour pas qu'on
on soit trop intégré à eux, quoi. Donc, c'est des discussions et du temps qu'il faut, mais on travaille complètement dessus. Et voilà. Super. Écoute, merci beaucoup, Constance, vraiment, d'avoir pris ce temps avec nous. N'hésitez pas aussi, je passe le message, mais Constance m'a confirmé qu'elle se fera un plaisir de continuer la discussion si certains souhaitent échanger sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous laisser aussi une petite note entre 0 et 5 pour nous dire ce que vous avez pensé du webinar et on espère vous voir nombreux à nos prochains événements. Merci à tous et bonne journée. Merci.